Plaisir de vous retrouver pour cette troisième édition de votre émission L'info c'est clair sur DBS Télévision. Vous faites bien de nous regarder. Ce soir, nous avons deux sujets africains dont nous allons débattre. Premièrement, nous irons du côté de la RDC pour l'ouverture du procès contre l'ancien président Joseph Kabila cette semaine qui a créé une onde de choc. On va dire que l'ex-chef de l'État est accusé de trahison, de complicité avec des groupes armés comme le M23, de crimes graves contre l'humanité. Ce procès inédit devant la haute cour militaire relance le débat à savoir, sommes-nous face à une justice historique ou à un règlement de compte politique? Alors pendant ce temps, au Mali, les États-Unis affichent leur volonté de renouer le dialogue sécuritaire avec Bamako malgré la brouille diplomatique de ces dernières années. Alors, cette initiative intervient dans un contexte où le pays a recentré ses alliances vers d'autres partenaires comme la Russie, d'où une interrogation centrale. Coopérer avec Washington, est-ce possible sans compromettre la souveraineté malienne? Pour en parler, nous recevons Dr Songo, qui est un politologue internationaliste d'ailleurs. C'est un plaisir de l'avoir encore une fois de plus sur ce plateau. Bonsoir Dr Songo et bienvenue. Bonsoir Madame Julie, c'est un plaisir d'être là encore ce dimanche à vos côtés dans le cadre de cette émission. C'est un plaisir pour moi d'être là. Je vais saisir l'occasion qui m'est offerte pour saluer fraternellement vos milliards de téléspectateurs parce qu'ils sont nombreux qui suivent votre chaîne. Je leur dis bonsoir et je les exprime mes vœux d'amitié de la même manière que je vais le faire avec mes copanélistes. Je vais vous laisser le soin de les présenter pour ne pas trahir les secrets de Dieu. Je vais également dire bonsoir au top management de ce média. Bonsoir à la technique sans laquelle rien ne saurait être possible. Donc, je pense que nous serons à la hauteur des thématiques que vous avez mobilisées dans l'optique de mettre la bonne information dans les oreilles des Africains. Pourquoi? Parce que je dis souvent, la bataille de la libération du continent africain n'est pas seulement une bataille armée. C'est-à-dire, lorsqu'on voit aujourd'hui ce think tank entre d'un côté l'impérialisme et de l'autre côté la souveraineté des États africains qui cherchent, n'est-ce pas, à sortir de la tête de l'eau, il n'y a pas que la force, il n'y a pas que les armes, il y a aussi et surtout la communication. La bonne communication au bon moment et ça permet de prendre la bonne décision. Voilà. Donc, votre média participe en cela. Je félicite l'auto-management et je dis il faut qu'on continue dans ce sens parce que il y a longtemps, l'Afrique n'avait pas la bonne information. On construisait, on fabriquait des informations qu'on choisissait, n'est-ce pas, de mettre à la disposition des Africains. Donc, aujourd'hui, je pense que nous sommes dans un contexte aussi différent qui nous donne l'opportunité de prendre le dessus sur ce combat. Merci encore. Merci Dr Songo. On va également poursuivre ces échanges avec Souleymane Hamzat, qui est un consultant international en problématique du terrorisme et des questions de protection et de sécurité. Nous le prendrons du côté du Bénin. Souleymane Hamzat, bonsoir. Bonsoir Madame P. J'avoue que je vous reçois très faiblement. Déjà et bienvenue une fois de plus, on va dire Souleymane Hamzat sur l'émission L'info c'est clair. Écoutez, malgré que je vous reçoive, je ne sais pas si vous me recevez. Bienvenue déjà à cette émission, à vous et cette éminente journaliste. J'espère que nous saluons avec dévotion et respect. Bonsoir mes copanélistes. Bonsoir à la galaxie patriotique panafricaine, sans oublier les techniciens sans lesquels nous ne serons pas là, et évidemment la direction, toute la direction de DBS, en particulier le PDG de la chaîne. Merci Souleymane Hamzat, on va vous garder en ligne. On va prendre du côté des États-Unis Daouda Mumbaku, qui est directeur exécutif du groupe Panorama Papers. Bienvenue Daouda Mumbaku.
Alors, on a un petit souci avec le son. Je pense que ça va être réglé dans quelques minutes seulement. Alors, on va également prendre un autre intervenant dans cette émission. On ira du côté de la RDC pour prendre Yannick Lukasa Muyambala, qui est le président du parti Agir Ensemble. Bonsoir, monsieur Lukasa Muyambala. Bonsoir madame, bonsoir aux copanélistes et bonsoir à tout le monde. Ce n'est pas Lukasa, c'est Yannick Lukusa, L-U-K-U-S-A, Lukusa. Merci pour cette opportunité d'échanger ensemble. Voilà. Du nom, hein, c'est pas très facile, hein, mais bon, on va y arriver. Alors, pour planter le décor de ce programme, nous allons prendre un élément qui vous est proposé. Nous revenons juste après pour l'ouverture du débat de ce soir. Cette première audience a été rapide et technique. L'acte d'accusation d'abord, lu par la greffière. Les charges retenues contre Joseph Kabila sont lourdes. Participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix, homicide intentionnel par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation et occupation de la ville de Goma. Des faits passibles de la peine de mort en RDC. L'accusé, sans surprise, est absent. Il sera jugé par défaut. La haute cour militaire instruit ce dossier porté par le lieutenant-général Likulia, auditeur général des forces armées congolaises. La RDC, représentée par 7 avocats, s'est constituée partie civile sur initiative du ministre intérimaire de la Justice présent ce vendredi matin. Des avocats qui ont demandé et obtenu le renvoi de l'audience au 31 juillet pour accéder aux pièces du dossier. Il est de notre devoir, en tant que ministère de la Justice, de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. La justice va faire son travail en toute indépendance. Ce procès peut se tenir aujourd'hui parce que l'immunité parlementaire de Joseph Kabila, ancien président et sénateur à vie, a été levée le 22 mai par le Sénat. Quelques jours plus tard, l'ancien président congolais apparaissait en public à Goma, la capitale du Nord Kivu, contrôlée par le M23. Pour l'accusation, Joseph Kabila est l'un des initiateurs de l'AFC, la branche politique du groupe armé qui occupe de larges pans de territoire dans l'est du pays. Aucun représentant de son camp ou de son parti, le PPRD, ne s'est déplacé à la haute cour militaire ce vendredi, mais ses soutiens, à l'image de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, suivent malgré tout ce procès de près. C'est un procès typiquement politique, à motivation politicienne, viciant toutes les règles de base en la matière. Il y a lieu de se poser des questions sur la volonté réelle des uns et des autres de pouvoir parler entre Congolais pour que nous sortions du bourbier dans lequel nous nous trouvons. Un sentiment partagé à 2000 km de là, à Bukavu, dans le sud Kivu. La population attend beaucoup là-bas du processus de Doha où le gouvernement congolais et le M23 négocient la paix. Ce procès est venu tout simplement envenimer la cohésion nationale. Tout ce qui atteint la population, c'est le début d'un dialogue inclusif, un dialogue national où tout le monde prendra part dans l'objectif de trouver la paix. C'est un procès bidon, c'est un procès qui n'a pas raison d'être, qui n'ira même nulle part. Parce que Kabila étant à l'extérieur du pays, imaginez-vous, maintenant qu'il sait qu'il est poursuivi, il va adopter quelle attitude? C'est ici à Bukavu que Joseph Kabila a été vu en public fin juin pour la dernière fois. Depuis, plus rien. Nul ne sait où il se trouve. L'ancien président Joseph
Joseph Kabila face à la justice après l'ouverture du procès devant la haute cour militaire. Son parti, le PPRD, dénonce une mise en scène ridicule. Le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari rejette la légitimité de la procédure qu'il qualifie d'ailleurs de politique et déjà scellée à l'avance, accusant, on va dire, le pouvoir de vouloir écarter un adversaire gênant à l'approche de la présidentielle. Alors je me tourne vers vous, docteur Songo. Comment interprétez-vous ce procès de Joseph Kabila 5 ans après son départ au pouvoir? Je pense que il est important de privilégier une approche objective et non partisane pour essayer de comprendre ce qui se passe du côté de la RDC, parce que si vous vous laissez emporter par l'adhésion ou les soutiens, vous risquerez de passer à côté des grands enjeux. Donc je préfère mettre la problématique, l'appréhender sous le prisme, n'est-ce pas, de l'objectivité et beaucoup plus sur le prisme panafricaniste. Oui. Parce que ce qui se passe en RDC est indubitablement lié avec l'histoire africaine, est indubitablement lié avec la dynamique de spoliation et de domination occidentale en Afrique. Donc, en réalité, la problématique de la RDC est une problématique complexe. Complexe pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs ramifications qu'il faut prendre en compte, qui s'interconnectent, qui se mêlent et qui s'entremêlent pour presque une même cause. La RDC aujourd'hui, avec ce procès, il faut dire que j'ai envie de dire que la justice est en train de vouloir frapper très fort, en donnant un signal, n'est-ce pas, contre tous ceux qui peuvent être tentés de mettre en danger l'intégrité du territoire ou qui peuvent être tentés d'entrer, n'est-ce pas, en relation étroite avec les ennemis pour déstabiliser l'État. C'est de ça qu'il est question. Je pense que lorsqu'on voit la posture du président Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui a été à la tête de la RDC et qui a dirigé la RDC avec les moyens qu'il pouvait en avoir. Oui. C'est-à-dire, il a eu ses hauts, il a eu ses bas, et il a été confronté au problème de l'insécurité qui sévit aujourd'hui en RDC, ce sempiternel problème du M23. Et on a vu que à son niveau, il a fait ce qu'il pouvait. Sauf que en Afrique, il faut savoir que lorsqu'on est dirigeant, on a souvent la difficulté de s'inscrire dans la dynamique, n'est-ce pas, d'hommes d'État qui voudraient que vous serviez d'abord l'intérêt général de la nation avant de passer vos propres intérêts particuliers. C'est très récurrent en Afrique. Et je pense que l'Afrique devrait travailler pour essayer de résoudre ce problème. C'est le problème qu'a eu le président Joseph Kabila. Une fois qu'il a laissé le pouvoir, n'est-ce pas, il ne l'a pas laissé, n'est-ce pas, de manière, dirais-je, volontariste. Du moins, aujourd'hui, les actions qu'il pose montrent qu'en réalité, il avait encore envie de rester au pouvoir. Parce que son problème aujourd'hui, c'est qu'il a encore les ambitions politiques. Joseph Kabila a encore des ambitions politiques. Tout à fait. Oui. Il ne veut pas rester comme un homme politique qui a fait son temps et qui peut aussi servir en tant que conseiller parce qu'il a de l'expérience. Ce n'est pas c'est-à-dire, ce n'est pas interdit à quelqu'un d'avoir des ambitions politiques. Mais sauf que lorsque vous avez des ambitions politiques, utilisez les mécanismes conventionnels pour reconquérir le pouvoir. Mais je pense qu'aujourd'hui, le président Joseph Kabila n'est pas dans cette dynamique-là. On voit qu'en réalité, lorsque vous voyez les chefs d'œuvre qui lui sont reprochés, en attendant la confirmation de la justice, parce qu'en réalité, il y a quand même quelques actions réelles qui peuvent nous donner, n'est-ce pas, des exemples sur le terrain, parce que lorsqu'on voit ces défractations à l'intérieur de la RDC et même sur le plan international avec les États voisins de la RDC, il y a un problème. D'accord? Lorsque vous prenez par exemple la région de Ngoma, c'est une région aujourd'hui tellement dangereuse que même les services gouvernementaux ont de la peine à s'y rendre. Mais on voit la facilité avec laquelle le président Joseph Kabila
n'est-ce pas, hein, se promène là-bas, il se rend là-bas, il est accueilli. D'où les soupçons de collaboration. Oui. En tant qu'ancien président. Oui. De deux, il y a également l'élément ethnique qui enlise et qui rend très complexe la problématique congolaise. C'est-à-dire, hein, lorsque vous voyez le Rwanda, lorsque vous voyez l'Ouganda, lorsque vous voyez la République démocratique du Congo, du point de vue ethnique, il y a une sorte, n'est-ce pas, d'homogénéité. D'accord? C'est-à-dire, on trouve les Tutsis dans ces trois différents pays. Oui. Et la mère même de Joseph Kabila serait ressortissante, n'est-ce pas, de la tribu Tutsi, qui est la tribu, n'est-ce pas, malheureusement ou heureusement, du président rwandais Paul Kagame. Oui. Donc, en réalité, il y a une sorte aujourd'hui d'action qui démontre que le président Kabila serait, n'est-ce pas, en quelque sorte, l'un des éléments ou alors mieux positionné aujourd'hui pour permettre l'avancée, le fonctionnement du M23. Oui. C'est ça qui fait problème aujourd'hui. Et pris donc sous ce prisme-là, je dis que la justice congolaise a vu juste de frapper. D'accord? Je ne suis pas un partisan de Tshisekedi, encore moins un partisan, n'est-ce pas, de Joseph Kabila, mais je suis en train de dire ce que l'État devrait faire face à de telles situations. Face à de telles situations, l'intégrité territoriale d'un État n'est pas négociable. Oui. Lorsque le territoire est menacé, lorsque l'État est en danger, l'État doit se donner tous les moyens pour frapper et neutraliser l'ennemi. D'accord. Parce que l'État est au-dessus de tous les individus. Si l'État tombe, finalement, la RDC sera quoi? Donc, Tshisekedi, à mon avis, est en train de très bien faire. Il ne faudrait pas que ça s'arrête seulement là. Parce qu'en réalité, Joseph Kabila ne serait pas le seul ennemi qui voudrait menacer l'intégrité territoriale. Ils sont nombreux. Il faudrait que ça soit un signal pour que les autres comprennent que l'État est au-dessus de tous les individus. Merci, Dr Songo. On va prendre l'avis de Yannick Lukusa. J'espère que j'ai bien prononcé cette fois-ci. Yannick Lukusa, est-ce qu'on l'a en ligne? Oui, je suis là. Je suis là. Je vous écoute, madame. Président du parti Agir, vous avez certainement observé l'actualité sur le procès de l'ancien président Joseph Kabila. Quelle analyse faites-vous de cette actualité? Déjà, merci pour la question. J'aimerais souligner que nous sommes dans un tournant en Afrique où nous en tant que communauté, de consolider démocratique, la force de nos États et surtout notre identité en tant que communauté sur le plan de toutes les compétitions possibles. Nous allons développer un peu notre côté compétitif en tant qu'État africain. À Kinshasa, vous nous suivez de l'extérieur, mais observant les choses de près et surtout vivre à l'intérieur, on peut comprendre qu'il y a des choses que, en tant que peuple, on ne devrait pas ou encore plus supporter. Et c'est là au nom ensemble, c'est là au nom de la démocratie et c'est là au nom de la souveraineté de tous les États. Le président Kabila, l'ancien président de la République Joseph Kabila, au-delà de son être, de sa personne, il représente, il est symbole. Il a dirigé le pays, il est passé sur plusieurs étapes ou saisons dans la vie nationale, dans l'histoire de la République. Ce qui fait de lui, même au-delà de sa propre volonté ou la volonté de noter politique directe, je veux dire le PPRD et je dirais peut-être l'AMP, l'Alliance de la majorité présidentielle autrefois, il représente un symbole. Et observer ce que nous avons observé de ces symboles les 6 derniers mois, s'il faut le dire, revient à nous poser des questions et je crois que ça ouvre sorte pour s'interroger des bonnes manières. Parce que quelles sont les bonnes questions à se poser aujourd'hui? La République démocratique du
Congo, ou sinon le peuple de la République démocratique du Congo s'interroge. Ça va faire 1 an et demi ou 2 ans depuis que le chef de l'État actuel, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, désignait l'ancien président de la République comme le responsable de l'insurrection, de la décision, de la rébellion et de tout ce qui s'est fait dans la partie est de la République. Le président de la République disait cela, la population s'interrogeait pour dire mais c'est sur quelle base, sur quels éléments qu'il le disait. Et il y a 6 mois, l'ancien président de la République a donné des éléments supplémentaires à ces interrogations en s'affichant personnellement côté des rebelles. Aujourd'hui, le droit peut lui reconnaître, ou sinon la loi, reconnaître la possibilité ou la faveur de dire qu'il était là peut-être en visite, ou qu'il serait accepté là-bas comme un visiteur, un observateur ou comme un acteur qui veut chercher. La loi a accordé cela, d'accord? Mais puisque les interrogations se posent et que de manière complètement logique, il s'est retrouvé dans une situation de complexité parce que cette partie est sous occupation rebelle depuis le mois de janvier, d'accord? Alors, en lui accordant la crédibilité nécessaire, en accordant la crédibilité au président de la qui dirige aujourd'hui, je pense que l'arbitrage toléré, l'arbitrage légal ne peut passer que par le voie de la justice, c'est-à-dire dans les instances juridiques autorisées ou sinon attitrées. C'est dans mon sens, au-delà de polémiques, au-delà d'un partisane et tout le reste, procès, l'occasion de clarifier la situation, histoire de mettre les points sur les i, sur l'idée et les implications des autres. D'un côté, il y a un accusateur, de l'autre côté, il y a une personne qui peut jurer de la présomption d'innocence dans une très mauvaise position parce que s'affichant, d'accord? Vous me recevez très bien? Moi je vous reçois très très bien. Donc ça veut dire que, à mon sens, ces procès est l'occasion donnée à toutes les parties. Ça veut dire que ce soit les partisans de Joseph Kabila ou ceux qui il a raison, que ce soit les partisans de ceux qui pensent que le président de la République et les autres membres de la communauté ont raison sur son implication. C'est l'occasion, je pense, d'après les doutes, de se mettre sur la table, parce que malheureusement ou heureusement, seul un procès, c'est-à-dire seule la loi peut définir la culpabilité ou l'innocence des uns et des autres. À un certain moment, il a été accusé, à un certain moment, il y a des éléments qui pourraient par rapport à sa position, mais c'est là pas pour dire qu'il est responsable. Les seules voies qui peuvent permettre qu'on puisse dire est responsable ou non, est-il impliqué ou non, eh bien, malheureusement, la seule voie, c'est un procès. C'est-à-dire qu'au-delà de trouver cela comme un moyen d'écouler pour quelqu'un ou bien un de compte, tout ce qu'on peut s'en dire, c'est l'occasion, canal par excellence pour partager toutes les parties et dissiper les doutes. C'est-à-dire, le procès ne veut pas aller pour incriminer, non. Ils vont étudier les moyens matériels, étudier les moyens d'opportunité, ils vont étudier tout cela. Et pour un procès pareil, c'est forain, c'est public. Et il y aura possibilité que la communauté nationale comme internationale suive en toute objectivité pour faire le point sur la question. Parce c'est un devoir, c'est une responsabilité de l'État de faire une éclairage sur de la République. Et le peuple congolais, nous avons le droit de comprendre et réaliser nos opportunités
d'un côté aux accusations et de l'autre côté, je veux dire, aux déclarations de procès, je veux dire aux déclarations de critique de procès politique. Donc je pense que c'est bien tombé et je pense que c'est tombé au bon moment et que je vais dire attitré des convenances, mettre la situation en lumière et départager toutes les parties. Merci Yannick Lukuza. On va prendre l'avis de Souleymane Hamzat. Souleymane, selon vous, est-ce que ce procès peut compromettre les efforts de paix que la RDC essaye d'avoir du côté de Doha? Je veux parler de Doha. L'insécurité qui sévit de ce côté-là, de Goma et de Doha. Est-ce que ce procès peut compromettre ces efforts de paix-là? Pour la question, mais je vous dirais que la paix est déjà compromise. Elle est compromise à partir du moment où, j'aimerais bien être précis ici, hein, je ne suis ni Joseph Kabila, ni le président Étienne Tshisekedi, ni le président Tshisekedi. Je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je vous donne la de vérité par rapport et au regard de ce que nous constatons. J'ai déjà vous parlé de la paix. Je pense qu'elle est compromise quand injustement vous décidez de faire tomber par exemple ce qui paraîtrait certainement banal pour certains, mais pas pour nous, en tout cas pas pour moi, un homme de sécurité, quand on fait la clôture d'un ancien chef d'État. Ça, c'est la première chose. La paix paraît compromise quand des éléments incontrôlés, mais qu'on a pu identifier, décident de s'en prendre à son épouse. La paix paraît compromise quand les accords par lesquels il y a eu transmission de pouvoir se voient remettre en cause au bout de 2 ans. La paix demeure encore compromise. Quand il y a un malentendu entre les deux, le nouveau et l'ancien chef d'État, je pense que tout cela doit aller dans un souci d'apaisement. Et surtout dans le cadre d'une concertation périodique. Moi, j'ai vu dans certains pays, vous prenez le cas du Ghana, vous ne verrez jamais ces gens d'amalgame. Et pourtant, l'ancien chef d'État, il est accusé de tout. Vous avez vu que la semaine dernière ou la semaine dernière, le nouveau chef d'État s'est déplacé en personne pour aller s'enquérir de son état de santé, de sa nouvelle manière de vivre, de comment il apprécie les premières actions qu'il est en train d'entreprendre. C'est vous dire à quel point il est nécessaire, important, voire très élogieux pour nos chefs d'État, n'est-ce pas, d'entretenir le dialogue. Et ce n'est pas le cas de ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. J'ai entendu un de nos copanélistes, un frère que je connais bien, le docteur Songo, parler de placer les intérêts, n'est-ce pas, généraux, avant les intérêts personnels. Mais je suis entièrement d'accord avec lui. Mais quand vous versez dans une idéologie dite démocratique, où c'est qu'il faut aller aux élections parce que vous devez avoir un parti qui concourt, n'est-ce pas, à gagner les élections pour diriger le pays, mais vous fractionnez déjà, n'est-ce pas, le microcosme politique. Et arrivé au pouvoir, mais les premiers intérêts sont d'abord pour les membres de vos partis, les premiers postes occupés, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne dans la démocratie. C'est une sorte d'exclusion qui est masquée et qui nous est vendue sous forme d'idéologie de gouvernance. Et cela impacte, n'est-ce pas, les décisions qui sont prises après par le chef d'État. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est que vous voyez, on peut reprocher, à mon avis, à Joseph Kabila, une période dans une région, soit-elle occupée par des rebelles ou non, c'est un ancien chef d'État qui a liberté d'aller et de venir là où il veut. Il n'est pas partisan de Tshisekedi, à ce que je sache.
Encore moins, c'est quelqu'un qui a connu le pays, qui a dirigé le pays, qui connaît l'essentiel, qui connaît comment ça fonctionne, le rouage politique. Et de toute manière, il peut s'afficher avec les rebelles, ça n'engage que lui et il en sera responsable. Et il peut aussi aller s'afficher avec le président Tshisekedi, ça n'engagera aussi que lui et il en sera responsable. Nous, à notre avis, c'est d'aller dans un souci d'apaisement, arrêter le conflit du M23. Si sa présence du côté du Kivu laisse couloir ou donne interprétation à ce que on lui prête soi-disant des accointances avec le M23 ou avec d'autres factions, mais ça, comme l'a dit notre frère du Congo, c'est quelque chose que la justice devrait nous prouver. Et enfin, je chuterai par là. Je ne crois pas du tout à la justice congolaise. Permettez-moi de le dire, du haut de ma position. Et je vous donne pour preuve le procès de Constant Moutamba, l'ancien ministre de la Justice, qu'on accuse de détournement de deniers publics, 19 millions de dollars. Devant un procès, on n'arrive pas à prouver qu'il a pu décaisser $1, je vous dis, des caisses du ministère de la Justice. Le budget lui trouvé était de 8 millions de dollars. Il a dit au procès. Et aujourd'hui, quand vous fouillez les comptes, le ministère est à hauteur de 30 millions de dollars. Qui a volé, qui n'a pas volé? Et vous prenez une autorité de ce genre, que vous balancez devant les tribunaux, vous réduisez au plus simple délinquant de la rue. Vous croyez que des gens comme nous puissent croire à ce genre de justice? Et par conséquent, je finirai en disant, au regard de cela, vous croyez que moi, on me dira demain que je vais être en accointance avec le M23 ou avec M. Tshisekedi, on lui collera un procès qui n'a ni tête ni queue pour venir justifier quoi? Les Congolais ont besoin de paix, ils ont besoin de sérénité. Le Congolais de Kivu aujourd'hui a besoin de quitter, je ne sais pas, Kinshasa, en toute liberté, aller à Goma, faire ses affaires, continuer vers la frontière du Rwanda, faire demi-tour et aller là où il veut. Ils ne sont pas là pour des questions de personnes. Les questions liées, la problématique de personnalité, qui le règle à leur niveau, mais qui laisse le peuple congolais respirer parce qu'il n'aspire qu'à aller à l'école, à manger, à se soigner, à se vestir et à s'instruire. Souleymane Hamzat, on va prendre tout de suite l'avis de Daouda Moumbakou. Daouda Moumbakou, quelle lecture faites-vous de ce procès de l'ancien président Joseph Kabila? Et de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet, Julie. Ça, c'est purement une chasse aux sorcières. Nous savons comment ça se passe en Afrique et nous savons très bien ce qui s'est passé au prélude de ces élections en République du Congo en 2019. Et nous ne sommes pas dupes. Le peuple africain n'est pas dupe. Nous savons très bien qu'il y a eu un accord de paix, ou je ne sais pas comment vous allez l'appeler, mais nous savons tous qu'il y a un accord entre Tshisekedi et l'ancien président Kabila. Donc, nous demandons tout simplement à ces deux d'aller régler leurs comptes entre eux et laisser le peuple congolais tranquille. Le peuple congolais a marre des conflits. Ces conflits n'ont que trop duré. Nous demandons tout simplement à Joseph Kabila, je le redis, et à son compère, son ancien ami d'hier, puisque c'est grâce à lui qu'il est arrivé au pouvoir. Nous savons tous que c'est bien Martin Fayulu qui était favori des urnes, au sortir des urnes. C'est lui qui est élu. Je dis que Kabila et son ancien ami d'hier, je veux dire Tshisekedi,
qui partent régler leurs comptes et qui laissent le peuple. Daouda Mumbaku. Alors, Docteur Songo, est-ce que nous ne faisons pas face à une instrumentalisation politique du côté de la RDC? Au vu de ce que les différents panélistes ont dit, les différents intervenants, vous avez écouté Souleymane Hamzat, vous avez également écouté Yannick Loukouza et aussi Daouda. Que pensez-vous? Est-ce que nous ne sommes pas en face d'une instrumentalisation politique? Oui, je vous parlais tantôt dans mes premières prises de parole de la complexité de ce problème. Parce que lorsqu'on voit les acteurs, n'est-ce pas, confrontés à ce problème, ces acteurs sont fondamentalement des acteurs politiques. Parce que comprennent Joseph Kabila, même comme il est aujourd'hui ancien président, il a toujours cette casquette politique qui pèse sur lui. Lorsqu'on prend le président Tshisekedi, c'est un président de la République, il est un homme politique. Donc, il serait aujourd'hui très difficile de dire que ce n'est pas un procès politique. D'accord? Il serait très difficile de le dire. Mais moi, je voudrais, n'est-ce pas, ici, inscrire la problématique dans une analyse plus globale pour faire comprendre aux uns et aux autres que la problématique congolaise aujourd'hui est une problématique qui va au-delà des simples personnes. C'est une problématique qu'il faut inscrire dans la dynamique de la bataille néocoloniale qui opprime aujourd'hui l'Afrique. C'est de ça qu'il est question. Parce que le problème sécuritaire de la RDC est indubitablement lié avec les richesses naturelles et les matières premières de la RDC. Cette région de Ngoma qui est aujourd'hui en crise, c'est une région qui est, n'est-ce pas, nantie en matières premières et en ressources naturelles. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, pris sous ce prisme-là, il faut qu'on intègre que les batailles personnelles que nous vivons à l'intérieur de nos États et spécifiquement en RDC sont des batailles de procuration qui bénéficient fondamentalement aux puissances occidentales et fondamentalement la France, qui est là pour instrumentaliser les hommes, pour instrumentaliser l'État à l'effet de mettre la main sur nos matières premières et nos ressources naturelles. C'est pourquoi moi, je préconise souvent une solution un peu supra-étatique à la problématique de la RDC. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, la justice est en train de faire son travail, c'est vrai, mais il serait très difficile aujourd'hui de dire que ce n'est pas une instrumentalisation. On va dire que Tshisekedi veut écarter un homme politique, étant donné que Joseph Kabila a aussi des ambitions politiques de revenir au pouvoir. On parle de rivalité déjà. Tout à fait, tout à fait. Et lorsqu'on voit le contexte, nous sommes déjà presque à la fin du mandat, donc il serait très difficile. Donc, moi je préfère inscrire le débat au-delà de la sphère politique pour dire que la solution, à mon avis, définitive au problème de la RDC devrait être une solution panafricaniste. Qui consiste à faire quoi? Je m'explique. Oui. Serait une solution panafricaniste qui consisterait à faire que l'objectif fondamental de la construction de l'État fédéral du continent africain doit commencer par se manifester à travers les 5 sous-régions du continent africain. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes conscients qu'il est très difficile de réaliser l'État fédéral du continent africain de manière directe. Puisque lorsqu'on prend les missions de l'Union africaine, de par, n'est-ce pas, ses origines en 1963, il y avait déjà 2 blocs qui s'y opposaient. Le bloc de Casablanca et le bloc de Monrovia. Le bloc de Casablanca qui voulait d'une intégration directe, d'un fédéralisme direct, et le bloc de Monrovia qui voulait, n'est-ce pas, d'une intégration réservée, prudente, n'est-ce pas, minimaliste. Et malheureusement, c'est le bloc de Monrovia qui a été, n'est-ce pas, défini comme politique de l'Union africaine qui prévaut jusqu'aujourd'hui. Donc, en réalité, il est très difficile aujourd'hui de réaliser l'État fédéral de manière directe. Si cela est donc le cas, qu'est-ce que nous devons faire pour contourner? Il faut partir, n'est-ce pas, de la base, créer les États fédérés à partir des 5 sous-régions, n'est-ce pas, du continent africain, sous forme de confédérations, à peu près comme les États du Sahel sont en train de nous donner à voir là aujourd'hui. Oui. Ça va résoudre quel problème? Ça va résoudre le problème, n'est-ce pas, de la jalousie des souverainetés. Parce qu'aujourd'hui, la RDC, n'est-ce pas, identifie comme un ennemi redoutable le Rwanda. Le Rwanda également jette l'opium à la responsabilité à la RDC. Chacun veut batailler pour sa souveraineté. Or, dans un contexte de confédération,
dans un contexte de fédération, ces États-là seront, n'est-ce pas, ici, maillés dans un seul ensemble pour former une entité immuable qui fera un rassemblement solide qui travaillera pour les intérêts de la région, n'est-ce pas, au compte de la population. Justement, est-ce que ce n'est pas cette division-là entre la RDC et le Rwanda qui favorise tout ce qui se passe? Absolument, vous comprenez la nature de mon analyse. Oui, absolument, c'est ça qui enlise aujourd'hui le problème. Et je vous ai parlé, n'est-ce pas, des ramifications ethniques. C'est un même peuple. Lorsque vous voyez, n'est-ce pas, ces deux pays qui bagarrent aujourd'hui, du point de vue historique, c'est un même peuple. Il serait très difficile aujourd'hui de combattre le M23 parce que dans le M23, il y a les Congolais, il y a les Rwandais, il y a les Ougandais qui sont à l'intérieur. Comment faire donc pour identifier ces gens-là et pour les disperser en disant que celui-ci est rwandais, celui-ci est congolais? C'est très difficile compte tenu de l'histoire qui lie ces trois pays parce qu'ils viennent, n'est-ce pas, de la même origine. Ils ont presque une même histoire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va essayer de dire que toi tu es rwandais, tu dois rentrer chez toi, toi tu es ougandais, tu dois rentrer chez toi. Donc la seule chose qui pourra résoudre la problématique congolaise aujourd'hui, c'est la mutualisation, la communautarisation, la fédération ou la confédération. Pour que ces gens-là comprennent qu'en réalité, ce qui se passe, ce n'est pas parce que le Rwandais n'aime pas le Congolais ou l'Ougandais n'aime pas le Rwandais, c'est justement parce que leurs matières premières et leurs ressources naturelles sont exploitées par les puissances occidentales qui n'entendent pas lâcher et qui instrumentalise cette situation chaque fois pour que cela perdure. C'est ça la logique aujourd'hui. Et c'est la grille de lecture que je pense qu'on doit privilégier pour analyser la problématique congolaise. Si on ne procède pas de cette manière, la RDC restera toujours dans cette situation. 1000 ans après, on sera toujours ici pour analyser. Est-ce qu'on peut dire que l'actuel président Félix Tshisekedi a échoué concernant la préservation des matières premières, comme vous le dites, et la paix du côté de la RDC? Tout à fait, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées parce que nous sommes de ceux qui disions que le président Tshisekedi n'a pas eu la main forte pour résister aux pressions occidentales. Parce que lorsque vous voyez la défractation du président Tshisekedi dans sa galaxie des relations internationales, d'accord, il donne l'impression que il est obligé de faire avec un type de partenariat bien connu. Il s'agit, il ne donne pas l'impression aux gens qu'il est souverain et qu'il peut diversifier son partenariat. On peut se poser la question de savoir aujourd'hui pourquoi est-ce que le président Tshisekedi est toujours avec les mêmes partenaires, la France, les États-Unis, la Belgique, toujours en RDC. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas expérimenter avec un autre partenaire qui peut aussi permettre à ce que ce problème sécuritaire-là trouve aussi une solution? Parce que sans toutefois faire l'apologie de la Russie quand même reste un partenaire efficace lorsqu'il s'agit des problèmes sécuritaires. Pourquoi le dites-vous? Mais je le dis parce que les actions le montrent sur le terrain. Partout où la Russie est passée, il y a eu des résultats concrets sur le terrain. Partout où la Russie est passée. Je peux vous mettre à défi et vous allez arriver à cette conclusion-là. Or, lorsqu'on voit les accords, les alliances que la France, les États-Unis ont accompagnées jusqu'ici en Afrique, ça a toujours été des alliances, n'est-ce pas, perfectibles, c'est-à-dire des alliances qui laissent à désirer, des alliances qui donnent l'impression qu'en réalité ces partenaires-là ne sont pas toujours sérieux pour lutter contre le terrorisme. La problématique malienne ou de l'AES aujourd'hui nous démontre en suffisance qu'aujourd'hui, pour lutter contre le terrorisme, primo, il faut être souverain. Il faut être souverain. Si vous n'êtes pas souverain, vous n'allez jamais venir à bout du terrorisme. Or, la majorité de nos États africains aujourd'hui ne sont pas des États souverains. C'est des États néocoloniaux. Or, lorsque vous êtes un État néocolonial, vous ne vous appartenez pas. Vous n'êtes pas libre. Vous faites justement ce que votre patron vous demande de faire. C'est ça le problème aujourd'hui. Lorsque vous avez votre souveraineté, vous êtes libre d'impulser la politique qui va
n'est-ce pas, en phase avec vos intérêts. Merci, Dr Songo. On va prendre l'avis rapidement de Yannick Lukusa concernant cette actualité sur le procès du président Joseph Kabila. Alors, Yannick Lukusa, est-ce que vous pensez que qu'est-ce que le président actuel, Félix Tshisekedi, peut faire pour préserver la paix du côté de la RDC? Merci pour la parole. Déjà, premièrement, si vous permettez, j'aimerais un tout petit peu brièvement aux interventions des mes co-débatteurs, parce qu'il s'agit de la RDC. Moi, non seulement je vis en République démocratique du Congo, puis un acte, donc je connais la réalité du milieu et je sais ce qui se passe. Répondant ou réagissant à mon co-débatteur de Bénin, du Bénin, je pense que quand même, il faut faire attention dans la perception et surtout dans notre façon d'aborder cette question. C'est très dangereux, c'est très dangereux de cette lecture maliste ou cette tendance à, à prendre avec légèreté certains symboles de l'État. Tous les grandes démocraties que nous connaissons, vous conviendrez avec moi, même aux États-Unis, à pression, nous avons connu des soupçons russes et tout ce que vous voulez. Mais d'aucune manière, on remet en cause l'autorité d'un chef d'État déjà établi et sous serment devant sa nation. Et je pense que nous devons, nous, Africains, apprendre des autres sur ce côté-là et surtout consolider le sens de notre pouvoir et de notre souveraineté. C'est très bien de penser qu'on est différent, mais en réalité, quel est ça aujourd'hui qui fait vraiment la différence en Afrique? Parce qu'ils ont eu combien de cycles électoraux? Parce que l'alternance pacifique s'est fait depuis combien d'années et de quelle manière? Nous sommes tous presque pareils, c'est la même réalité. Le plus important, c'est de nous assurer, consolider l'élan vers le positif. C'est ça le plus important. Pas de ressasser le passé ou bien chercher la petite bête pour noyer les autres. Aujourd'hui, prétendre que seul le reste d'un potentiel, bien d'un probable accord entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi serait le gage aujourd'hui de la sécurité ou sinon de la stabilité à l'Est. Est-ce que même pendant que les armes ne parlaient pas fort officiellement, on avait la paix à l'Est? Avons-nous déjà connu la paix à l'Est de la RDC depuis? Mais je pense que c'est et il faut en tout cas, on doit arrêter ça. On doit arrêter. Ce n'est pas le respect d'un accord probable entre l'ancien président et le président Félix Antoine Tshisekedi qui allait aujourd'hui assurer ou garantir la sécurité ou la paix. Vraiment, il faut qu'on arrête de voir les choses comme ça. Il faut qu'on décourage ça tout de suite. Ça, c'est de un. De deux, dire aujourd'hui que le président Kabila serait libre de se rendre où il veut. Mais franchement, ça encore, c'est une façon, c'est une lecture avec beaucoup de légèreté, je pense. Et je ne pense pas que si ça se passerait au Bénin, monsieur aura la même réaction. C'est totalement inacceptable. Et supposons qu'il était parti apporter la solution. On n'allait même pas se poser des questions qu'il fallait qu'on puisse observer peut-être un mois après son arrivée et que les rebelles partaient et que le parti occupé revenait à l'État. Au niveau là, j'étais venu pour pacifier, j'ai discuté avec les uns et les autres, on va parler entre nous. D'abord, j'ai demandé à ces gens, est-ce que vous avez vu quelque chose dans ce sens se produire? Pas du tout. Aujourd'hui, prétendre chasser l'autre avec les voies totalement antidémocratiques et des voies illégaux, en quoi est-ce que cela serait une solution? Et s'il se fie à la parole de celui-là, parce qu'il prétend avoir les solutions ou sinon l'approche correcte pour régler la situation, voilà pourquoi il se range du côté de ceux qui ont pris les armes. D'accord? Mais c'est qui aurait... Allô? Oui, allô, je vous écoute. Allô? Vous me suivez? Oui, je vous écoute. Oui, j'ai très bien. Donc, je disais aujourd'hui... Alors, je voulais... C'est complet. Oui, je vous écoute. Voilà. Malheureusement, on a du mal à la voir.
Alors, je voulais juste dire à Yannick Lukusa que chaque panéliste est libre de donner son avis sur la question, sur la thématique. Je pense bien. Yannick, vous êtes avec nous? Bien sûr, j'ai réagi parce que débat, c'est un débat, je pense. Je ne suis pas contre lui. C'est un débat. Effectivement, comme c'est un débat, c'est comme ça que j'ai réagi aux différents points. D'accord? C'est important, je pense que c'est l'objet de la démarche. Et pour finir, par rapport à lui, justice congolaise aujourd'hui, alors qu'elle fait des efforts de se consolider, je pense que c'est quand même un peu parce que il y a très peu de justice en Afrique aujourd'hui, de justice de pays en Afrique aujourd'hui, où on peut aujourd'hui une justice interrompre l'action d'une autorité gouvernementale en fonction pour le quelque fait que ce soit. Je pense déjà dans la symbolique, c'est quelque chose qu'il faut prendre très très positivement, encourager. Ça veut dire, on ne va pas citer 10 États ici en Afrique où on trouve un acteur politique, un gouvernement en fonction, être poursuivi, mis en cause, et c'est très rare. Non seulement c'est très positif, ça prouve que le taux de la justice commence à prendre place, et c'est comme ça dont nous avons besoin. Et si on regarde dans d'autres communautés, notamment aux États ou en Europe, on trouve des situations. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique ferait mieux de faire confiance à cette justice congolaise qui commence à se de plus en plus. Alors pour finir, par rapport à la question que vous avez posée sur la solution que le président Tshisekedi essaie de dans cette action, je pense déjà qu'il essaye de faire de son mieux pour préserver la paix. Parce que n'oubliez pas, il est le chef de l'État à ce jour. Il peut aussi aujourd'hui avoir la latitude de convoquer les parlements et déclarer ouvertement la guerre au Rwanda. C'est une décision qu'il peut prendre. Il en a encore les prérogatives. Il est chef de l'État. Il a l'Assemblée nationale, il a l'armée, il a la partie de la République qui reste. Et aujourd'hui, au-delà des décisions qu'il est en train déjà de pour préserver la paix, il peut aussi prendre la décision de déclarer une guerre officielle et aller en guerre contre les rebelles dans ces parties-là et même contre le pays voisin qui se retrouve impliqué derrière cette rébellion. Et il l'a pas fait. C'est pas comme si on a dissous son armée non. Il peut le faire, il peut se décider aujourd'hui d'aller dans cette voie. Mais il l'a pas fait. D'accord? Ça veut dire que déjà, il est en train de prioriser la paix. Il est en train de prioriser l'harmonie et il est en train de prioriser le dialogue national. D'accord? Toutes les personnes qui ont pris les initiatives de dialogue, Notenko et les CC, les amis des Doha, il a pris les initiatives, il participe activement jusqu'au pendant qu'on parle à toutes ces initiatives-là, et le procès qui s'ouvre là, il n'a aucune main, c'est la justice qui ouvre le procès. La justice, elle est souveraine, elle est totalement autonome. On ne peut pas dire que c'est le président Félix Tshisekedi qui ouvre un procès contre l'ancien président de la République. C'est la justice congolaise. Même justice a destitué, disons, a mis en poursuite un ministre de président Félix Tshisekedi. S'il s'interférait comme on le pense, il allait peut-être demander à ce qu'on ne puisse pas poursuivre son ministre, parce qu'il s'agit de son ministre. Il est le chef de l'exécutif, c'est le ministre qui est poursuivi de son exécutif à lui. C'est-à-dire, s'il peut accepter ça pour son propre ministre, sans qu'il puisse, pourquoi il intervient? Il le ferait contre le président de la République. Donc, ça n'a aucun sens, et je pense que c'est important qu'on puisse rester objectif, comme disait l'intervenant qui est sur le plateau. La mission est certainement pas aussi quelque part, très certainement, parce que nous ne pouvons pas vivre de manière isolée, mais continuer à croire que la cession d'une bonne part de pouvoir à la décision communautaire, ça veut dire aux commissions, aux organisations, serait la solution pour régler les problèmes. Je pense que là encore on fait fausse route. Ici, il est question d'abord d'essayer de veiller à la
pratique ou sinon à la pratique des règles communes que nous avons déjà. Rapidement. Oui. Aujourd'hui, il est important qu'on puisse... Ah, d'accord, très bien. Donc, aujourd'hui, il est important qu'on puisse consolider les règles communes que nous avons dans différentes organisations régionales. Que, si on regarde bien, l'Union africaine, et toutes ces organisations, au lieu de se comprendre des organisations politiques régionales, plutôt comme des organisations aujourd'hui, je dirais, comme des économiques régionales. Alors qu'en réalité, la dépasse quelquefois l'aspect exclusivement économique de l'acte. Donc c'est important qu'aujourd'hui, qu'on tienne compte des règles communes, qu'on le respecte et qu'on arrête de croire que on est à un partenariat international avec soit les États-Unis, la Russie ou l'Europe serait la solution. Parce que nous sommes victimes, par exemple, depuis 25 ans aujourd'hui, de l'accord, je veux dire, du partenariat exclusif que nous avons avec la Chine. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela nous a apporté? La République démocratique a signé un contrat avec la Chine sur 25 ans pour l'échange de matières contre les infrastructures, et les développements et tout le reste. Aujourd'hui, après, je suis au Congo, je circule les 26 provinces de ma République. Quel est le bilan de cet accord? Quel est le bilan? Quel bilan nous faisons aujourd'hui du partenariat RDC-Chine? Mais c'est n'importe quoi, c'est même pas 10% de ce que la RDC a pu faire avec soit les États-Unis. On va dire il faut prioriser ce genre de partenariat parce que ça apporte. C'est bien d'en parler, c'est bien de dire des mots. Merci Yannick Lukasa. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie de cette émission. Nous sommes déjà rendus à 19h29. Nous allons prendre cette légère transition pour prendre la deuxième partie de ce programme qui porte sur la coopération Mali-États-Unis. C'est juste après ceci. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons prendre un élément pour parler de la coopération avec le Mali et Washington. D'ailleurs, cette semaine, Washington a annoncé, on va le dire, son retour avec la coopération sécuritaire du côté du Mali. On va regarder cet élément vidéo, on revient juste après pour l'ouverture de la deuxième partie de ce programme. Dans un contexte sahélien marqué par une insécurité persistante, les États-Unis ont officiellement proposé une coopération militaire au Mali. Rudolph Atala, envoyé spécial de la Maison-Blanche, a déclaré à Bamako être venu offrir son soutien aux autorités maliennes dans leur lutte contre le terrorisme, notamment au nord et au centre du pays. Cette initiative marque un changement de ton de la diplomatie américaine, mettant en avant la supériorité technologique et militaire des États-Unis pour contrer les menaces régionales. Cette offre intervient alors que le Mali a rompu avec plusieurs partenaires occidentaux, dont la France, et renforcé ses liens militaires avec la Russie. Elle pourrait être perçue comme une tentative américaine de rééquilibrer les influences dans une région stratégique, convoitée pour ses ressources et son positionnement géopolitique. Les autorités maliennes n'ont pas encore officiellement réagi, mais cette proposition relance le débat national sur la souveraineté et les choix d'alliance du pays. Au Mali, Washington signe son grand retour dans la région, mais cette coopération sécuritaire relancée avec les États-Unis soulève une question centrale. Peut-on lutter efficacement contre le terrorisme sans sacrifier sa souveraineté? Alors, je vais poser la question à Souleymane Hamzat. Souleymane, alors est-ce que vous pensez que cette coopération avec la coopération Mali-États-Unis peut préserver la souveraineté malienne déjà démontrée jusqu'ici avec l'alliance de l'AES?
je relance un peu la technique pour que le volume soit un peu soit un peu rehaussé. Mais je voudrais dire ceci, que, vous savez, un État a des intérêts, pas des amis. Et ceci étant, si la coopération entre les États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas un ennemi de l'État malien, ni des États africains non plus, peut servir, ne serait-ce que à arrêter la problématique du terrorisme dans le Sahel. Qui sommes-nous pour rejeter ce type de coopération? Mais au regard des derniers rapports qui ont été remis par Elon Musk au président Trump concernant le financement, n'est-ce pas, des nébuleuses, on se rend compte que les fonds attribués à l'USAID, si je ne peux que prendre cet exemple-là, sont des fonds qui ont atterri, n'est-ce pas, dans les forêts de Sambisa, aux mains de Boko Haram. Les montants sont là, vous pouvez prendre le rapport et le lire. On a bien vu que le GINIM était bien financé par les mêmes organisations. On a vu aussi qu'il y avait des États qui se permettaient, sous couvert d'ONG, de transférer des fonds liquides. Je vous donne l'exemple tout dernièrement de l'avion qui a été arraisonné au-dessus du Burkina Faso, dans lequel se trouvait à peu près, si j'ai bonne mémoire, la somme de 125 milliards de francs CFA, avec des armes, des équipements qui devaient être affrétés au terrorisme. Moi, mon pays, le Bénin, est frappé par les astres du terrorisme dans sa partie septentrionale, je veux dire dans le nord du Bénin. Et je pense que si les États-Unis d'Amérique d'ailleurs, qui aident, n'est-ce pas, à faire arrêter ce conflit-là au niveau de mon pays, l'aide. Mais le tout dépend aussi de quelle aide il s'agit. Il ne suffit pas d'aller nouer des accords de partenariat dans un élan opportuniste. S'il vous est donné de signer des accords de partenariat, cela devrait, en tout état de cause, tenir compte des principes républicains, souverainistes et nationalistes. D'accord? Si ce n'est pas le cas, ben, écoutez, je souffrais que je vous dise que ce serait un accord biaisé. Et par conséquent, on reprendra les mêmes personnes avec les mêmes méthodes. De toute manière, quand vous faites carrière dans un système, soit-il de renseignement, dans lequel se trouvent certains bureaux, comme la conspiration et autres, je suis un ancien militaire, de la conspiration et autres, mais vous vous rendez compte que ceux qui sont à la tête, n'est-ce pas, de ces bureaux-là, sont des gens qui restent longtemps. Ils font carrière là-bas. Ce ne sont pas des chefs d'État qui viennent pour, je ne sais pas, une mandature ou deux mandats et qui s'en vont. Encore qu'aujourd'hui, je me l'ai dit à l'entame de cette émission, il faudra s'interroger aussi sur la problématique idéologique de ce que c'est qu'aujourd'hui la démocratie. Pour ceux qui se vantent d'être de grands démocrates là, la démocratie, depuis le discours de la Bolle, a apporté quoi à l'Afrique? Les divisions. À chaque fois qu'il doit y avoir des élections, j'étais encore à l'époque, les élections étaient défaites. Vous rencontrez l'opposant en face, vous vous séparez dans la rue, et ça tapait du tam-tam, tout le monde dansait, et on a le vainqueur. Aujourd'hui, ça se règle par les armes. Je vous donne le cas de la Côte d'Ivoire. Prions pour que ça ne s'embrasse pas. Donc c'est vous dire que ceux qui viennent nous chanter de la démocratie, là, comprennent que dalle à ce que ça veut dire. Et c'est en cela aussi que les décisions partisanes qui sont prises par nos chefs d'État pour accéder à des partenariats, soit-ils militaires, économiques, politiques, doivent être suivis de près par certains experts qui sont des hommes avertis de la politique de leur pays. Moi, je connais bien mon pays. J'ai entendu le co-débatteur congolais dire que, est-ce que, chez nous, ici, le nord du Bénin est attaqué. Et ce sont les Américains qui veulent aujourd'hui aller se proposer de l'aide au Mali, qui sont ici aussi. Et pourtant, ça n'empêche pas notre ancien chef d'État d'aller dans cette zone-là
sensibiliser les populations, leur parler. Alors, on n'a jamais vu, Nous, on a tout vu. Nous, à notre avis, nous avons tout vu. Merci. Et je respecte tous mes copanélistes. Sur la coopération Mali-États-Unis, est-ce que Daouda Moumbakou, est-ce que le Mali ne serait pas en danger si jamais ils acceptaient de coopérer avec les États-Unis pour mettre fin au terrorisme? Malheureusement, voilà, on a quelques soucis avec le son malheureusement, mais en attendant que cela se résolve, Dr Songo, est-ce que cette coopération Mali-États-Unis ne remet pas en question la souveraineté malienne? Je pense que d'un point de vue de la politique internationale, il faut dire que le terrorisme étant une menace globale, c'est une réalité qui nécessite, n'est-ce pas, des actions globales pour le combattre ou l'éradiquer. Et cette logique-là, si elle reste vraie, elle n'est du tout pas déconnectée avec un principe cardinal des relations internationales qui dit que les États n'ont pas d'amis éternels ni d'ennemis éternels, mais des États, n'est-ce pas, des intérêts importants dans leurs relations internationales. Donc aujourd'hui, avec le retour des États-Unis au Mali, parce qu'il faut parler du retour au Mali, et il faut partir, n'est-ce pas, de cette réalité pour dire que le Mali est dans une dynamique aujourd'hui de révolution, c'est-à-dire dans une formule, n'est-ce pas, de tabula rasa qui a participé à la refondation de tout ce qui fonctionnait jusque-là pour partir, n'est-ce pas, d'un nouvel départ capable de satisfaire les intérêts des Maliens et des Maliennes sur le plan international. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce que les États-Unis ont fait lorsqu'ils étaient au Mali. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, voilà, la première fois lorsqu'ils étaient au Mali, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Puisqu'ils étaient là depuis des décennies. Il y avait une sorte d'embouteillage sécuritaire au Mali et qui n'aboutissait à rien. Et quand je parle d'embouteillage sécuritaire, ça veut dire que pour une même réalité, pour un même problème, on avait plusieurs institutions de lutte contre le terrorisme qui n'arrivaient pas à éradiquer le terrorisme. On avait les forces, n'est-ce pas, françaises qui étaient là, on avait les forces onusiennes qui étaient là, on avait les forces américaines qui étaient là, mais jamais, au grand jamais, le terrorisme n'avait jamais été vaincu, éradiqué, ou du moins rendu à sa plus simple nuisance. Donc, on voit qu'aujourd'hui, avec la montée en puissance, avec la révolution des États de l'AES, le Mali est quand même dans une situation où il maîtrise quand même son intégrité territoriale. Mais non, est-ce que accepter cette coopération ne va pas compromettre cette souveraineté-là? C'est pour cela que je suis en train de dire qu'aujourd'hui, c'est un Mali différent qui est là. Oui, c'est un Mali différent qui est là. Et lorsqu'on voit, d'accord, la configuration des rapports de force qui se présente encore maintenant, les États-Unis ne sont pas en train de venir faire du bénévolat ou de la philanthropie au Mali. Ils sont là parce qu'il y a des enjeux importants qui sont en train d'être menacés aujourd'hui. Les États-Unis sont au Mali ou sont en train de revenir au Mali justement parce qu'ils ont compris que cette sous-région était déjà en train d'échapper à leur influence. Il y a les enjeux géopolitiques et géostratégiques énormes qui s'y cachent. Il y a la montée en puissance de la Russie, de la Chine, de la Turquie, qui hier encore n'était pas présent dans cette sous-région au Mali. Donc il y a cet enjeu, n'est-ce pas, géostratégique que les États-Unis veulent aujourd'hui rattraper pour espérer maintenir leur influence sur le plan international. Or, il se fait déjà tard. Ce que le Mali, en collaboration du Niger et du Burkina Faso, ont impulsé, a, n'est-ce pas, produit des conséquences non seulement sur le plan national de leurs États, encore moins sur le plan sous-régional, mais sur le plan global et international. Il y a aujourd'hui des enjeux internationaux qui font en sorte que les positions des puissances sont menacées. Un État comme la France aujourd'hui,
son avenir est aujourd'hui menacé parce qu'elle ne pourra plus se maintenir comme 5e puissance mondiale dans les 5 prochaines années. C'est fini, c'est terminé. Parce que cette partie, n'est-ce pas, africaine qui était hier encore sous son contrôle, n'est plus sous son contrôle. Donc à partir de ce moment, je pense que le problème de la souveraineté du Mali n'est plus à remettre aujourd'hui en question. Parce que c'est la raison pour laquelle ces pays-là ont fait leur révolution. C'est la souveraineté. Un seul mot, la souveraineté, qui se manifeste par un triptyque de 3 éléments que le Mali avait bien définis. Le respect, n'est-ce pas, des intérêts du Mali, le respect des choix stratégiques du Mali sur le plan international et le respect de la souveraineté du Mali. 3 éléments qui montrent que le Mali est aujourd'hui dans une dynamique où elle n'a plus, n'est-ce pas, la phobie de parler avec n'importe qui sur le plan international. Oui. Pour ma part, puisque vous demandez mon point de vue, je pense que il serait très tôt pour le Mali d'accepter encore ce partenariat américain. Je ne suis pas en train de dire que le Mali doit refuser ce partenariat. Mais compte tenu du contexte, d'accord, et des enjeux qui traversent aujourd'hui le Mali, la révolution et les fondations ne sont pas encore bien solides. Oui. Cette révolution n'est pas encore parachevée. Il faut savoir que ce Mali-là travaille en collaboration avec les 2 autres pays qui forment la Confédération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une décision ne peut pas aujourd'hui être prise au Mali sans tenir compte du Burkina Faso et du Niger. À partir de cette logique-là, je pense que le Mali devrait se raviser et comprendre que les États-Unis ne sont pas là pour la philanthropie, parce qu'ils ont montré leur impuissance hier. Ils sont là justement parce qu'ils veulent se repositionner et avoir la main mise sur leurs matières premières et leurs ressources naturelles. Pour sortir, il faut savoir que si le terrorisme reste un enjeu international mondial qui peut toucher tous les États, c'est un élément qui n'est pas tombé du ciel pour la terre comme de la pluie. C'est un constructivisme de la part des puissances qui a été créé, construit, justement pour tenir les États et satisfaire les intérêts des uns et des autres. C'est cette logique du terrorisme, cette définition du terrorisme qu'il faut appliquer aujourd'hui en Afrique. Le terrorisme en Afrique a été un terrorisme imposé, un terrorisme construit, un terrorisme manipulé. Et à partir de ce moment, nous disons, la seule manière d'en sortir là, c'est d'abord de prendre sa souveraineté et de choisir les gens avec qui le Mali ou les États africains doivent travailler sur le plan international. Des partenaires qui ne sont pas là pour nous spolier, mais des partenaires qui sont là justement parce qu'ils veulent la politique des gagnants. Merci, Dr Songo. On va prendre également Daouda Moumbakou sur la question de souveraineté du pays d'Assimi Goïta. Est-ce que Daouda Moumbakou est avec nous? Est-ce que vous nous suivez, Daouda Moumbakou? Allô? Oui, je lis, je vous suis très bien. Avec les États-Unis ne va pas contrarier la souveraineté malienne? Vous m'entendez? Je vous écoute parfaitement. Oui, comme l'intervenant sur le plateau le disait tantôt, le Mali a bien choisi de garder sa souveraineté. Donc, il faut pas qu'on se leurre. Les États-Unis et la France, c'est l'OTAN. Vous dites le Mali ne veut plus coopérer avec la France et veut coopérer avec les États-Unis, ça c'est absurde. Moi, je pense que le Mali a bien choisi une ligne qui était celle de vouloir garder sa souveraineté et de fonctionner dans le cadre de l'AES avec les autres partenaires de l'AES. Vous ne pouvez pas chasser la France au Niger, qui est dans l'AES, et vouloir fonctionner avec les États-Unis. Ça n'a pas de sens. Écoutez, les Occidentaux, il faut pas qu'on essaye de s'embrouiller avec ce que le président Donald Trump est en train de faire. Il faut
que nous soyons concrets. Ne soyons pas dupes. Il ne faut pas que le peuple africain soit dupe. Si vous vous rappelez très bien de ce qui s'est passé avec Muammar Kadhafi, ou encore un peu plus loin avec l'Irak de Saddam Hussein, vous voyez un peu la façon dont les Occidentaux fonctionnent. Quand je dis les Occidentaux, je parle plus principalement de l'OTAN. Parce que pour moi, les États-Unis, la France, tout ça, c'est la même chose. Les Occidentaux vous embrassent pour mieux vous étouffer. Nous avons suivi la semaine dernière, comme votre élément l'indiquait en début de cette deuxième partie, l'émissaire qu'on a envoyé rencontrer le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, pour, je sais pas moi, n'importe quoi, eux, ils parlent le ministre des Affaires étrangères a parlé de coopération, je crois, technique, ou je sais plus moi quelle expression ils ont utilisée. Moi, je dis, je voudrais bien savoir que le Mali a des conseillers, ils ont des structures pour ne pas se laisser duper, mais ce qui est en train de se passer là, moi j'ai bien peur qu'ils s'en sortent pas. Et moi je vous le dis, ils ne vont pas s'en sortir. Si, je le répète, si on a décidé, si le peuple africain a décidé de reprendre sa souveraineté en main, qu'il l'assume. La Russie, la Chine, avec qui le Mali est en train de fonctionner, moi, je ne pense pas que cette coopération est aussi. Selon les chiffres qu'on a reçus, moi, je pense que le terrorisme a un peu, on a eu une baisse du taux de terrorisme dans ces régions-là, si je me trompe pas. Et même si en fait, quand je dis une baisse des activités des terroristes, c'est par rapport à l'époque où on avait les opérations Barkhane des Français et je sais pas moi, quoi avant. C'est-à-dire, on a vu une nette amélioration avec la Russie. Pourquoi donc ne pas continuer à fonctionner avec la Russie? S'il faut parler de technologie et autres, ici aux États-Unis, qu'on parle de breach de sécurité, et des problèmes, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire les ingénieurs les plus calés ici aux États-Unis en informatique et autres, ce sont des Asiatiques, des Chinois, des Indiens, des Pakistanais, les Russes. Il est bien vrai que les États-Unis, avec le développement, qu'est-ce que je veux dire, le moyen qu'ils ont, c'est-à-dire ils financent la technologie et on peut espérer avoir peut-être des technologies comme, je sais pas moi, les drones et autres. Mais pour tout cela, moi je pense pas que on a besoin de laisser les États-Unis réintégrer, je sais pas moi, quelle expression je vais utiliser, c'est-à-dire essayer encore d'infiltrer de l'AES. Ça, ce serait une grosse erreur. Permettez-moi de finir, Julie. Ce que je voudrais dire en clair, c'est quoi? C'est que seulement, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez reprendre, Julie? Je vous en prie. Oui. Vous pouvez conclure? Oui, pour conclure. Oui, je vous entends, le retour n'est pas très bien. Je voulais dire, oui, pour conclure, Julie, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que nous connaissons très bien les tactiques des Occidentaux. Aujourd'hui, si nous
voulons bien, c'est-à-dire concevoir le fait que la politique de Donald Trump aujourd'hui est un peu différente de celle de ses prédécesseurs, nous ne l'aurons pas. Voyons un peu ce qui s'est passé avec, par exemple, l'Ukraine plus récemment. Le président Biden était bien avec l'Ukraine, il était avec le régime ukrainien, il supportait Zelensky et autres. Et du jour au lendemain, Donald Trump est venu. Ça, c'est la politique de Biden. Il n'est plus avec Zelensky. Et vous voyez les chimères que l'Ukraine est en train de traverser maintenant. Donc, si le Mali c'est par les États-Unis, il ne faudra pas qu'ils se plaignent bien après de leur propre turpitude. La politique de l'OTAN, c'est d'embrasser pour mieux étouffer. Ça, c'est clair. On l'a vu en Libye, on l'a vu avec Saddam Hussein. Dès qu'ils vont intégrer, infiltrer tous les systèmes, ce sera fini. Si, il ne faudra pas qu'on se plaigne plus tard. Pour votre avis, on va prendre tout de suite Yannick Lukusa concernant la coopération Mali-États-Unis. Alors, est-ce possible, Yannick Lukusa, d'équilibrer la relation entre la Russie et les États-Unis sans créer d'instabilité politique au Mali? Très bien. Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, dans cette réalité, je pense que c'est la réalité de tous les États d'ailleurs, hein, actuellement. Il y a deux concepts clés qu'il faudra, que personnellement je retiens quand on parle de ça. C'est coopération et c'est terrorisme. D'accord? Nous, en Afrique, je pense que il y a une réalité aujourd'hui qui nous dérange, c'est celle-là. Mais moi, quand on parle du terrorisme, je préfère de parler du terrorisme, cher parler, je veux dire, du crime national, d'accord? Parce que les autres, leur réalité concernant le terrorisme, c'est que ils se sont retrouvés dans une partie du monde où ils n'ont pas la stabilité de l'ingérence et de l'influence. Et pour leur faire subir la même chose, ils ont commencé à mettre le chaos chez eux, histoire de penser à ce qui se passe chez eux. Mais maintenant, chez nous, en Afrique, est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui, nous, même peuple africain, de fonctionner avec cette réalité criminelle sans aucune raison, sans aucun fondement? On est en train de nous-mêmes nous rajouter un problème sur les autres défis que nous avons sans aucune importance. La coopération entre les États-Unis et le Mali. Dans cette coopération, il y aura quoi? En fait, ce qu'on nous dit pas, c'est que on nous parle de l'armement, c'est-à-dire le fourniture en armement et munitions. On nous parle de l'influence, d'accord? On nous parle quelquefois du renseignement et un peu des devises, d'accord? Aujourd'hui, le Mali a-t-il besoin d'un autre partenaire pour lui fournir des armes? Est-ce que les partenaires qu'il a aujourd'hui dans la communauté de l'Est qu'il a aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas déjà des partenaires qui lui fournissent en renseignement et aux autres et autre chose? Et puis si on regarde cette histoire de près, qui se bat contre l'autre? Ce n'est pas une bataille entre nous dans la région, pas du tout. Aujourd'hui, c'est un bloc puissant, deux blocs internationaux, des blocs super puissants qui se battent. Il y a les États-Unis, disons l'OTAN et la Russie / Chine et les autres qui sont en train de se battre aujourd'hui sur le plan du positionnement, et ils essayent d'avoir des africains exprimer leur et surtout pour garantir leur approvisionnement. En tout cas, pour mon avis, ce ne serait pas sage aujourd'hui au Mali de recourir encore pour une autre fois à ces partenariats ou cette coopération avec les États-Unis, d'autant plus que cette coopération sera essentiellement militaire. Il s'agit de fournir en armes, en rançon, et je pense même pas que ça sera ça sera suffisant en termes de devises et autre chose. Et donc ça sera alourdir la question, parce que qu'est-ce qui va se passer?
la Russie et les autres partenaires qui sont dans l'aile sud, quand ils vont voir l'OTAN reprendre sa mainmise sur le Mali, ils vont vouloir, eux, récupérer d'autres zones qui sont à côté, ce qui va encore lier le problème et nous rendre à ce départ. Donc aujourd'hui, je pense que le stratégique adapté pour le Mali serait de se réserver de cette offre du président Donald Trump et attendre de voir comment il va consolider d'abord son partenariat actuel qui semble fonctionner jusqu'ici, même si les résultats que cela apporte ne soient pas suffisants, je vais dire, sûrs par rapport oui, mais je pense que ça donne quand même du résultat à ce jour et la position, je vais dire, la décision stratégique serait de se réserver le temps de voir comment il va consolider son partenariat actuel avec. D'accord. Merci beaucoup Yannick Lukusa. On va prendre avec vous Dr Songo. Est-ce que je veux dire, la coopération Mali-États-Unis, étant donné que on a suivi les intervenants, que le Mali est déjà en coopération avec Moscou, avec la Russie, est-ce que on peut pas, il n'y a pas moyen de créer un équilibre entre les deux puissances, c'est-à-dire Moscou et Washington, sans compromettre l'instabilité diplomatique du pays d'Assimi Goïta? Oui, je pense que c'est l'idéal. C'est l'idéal, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle la diversification partenariat, qui reste un corollaire. Ce serait bénéfique pour le Mali. C'est l'idéal de faire la diversification, n'est-ce pas, des partenariats, qui reste, il faut le dire, un corollaire de la souveraineté d'un État. C'est-à-dire c'est un indicateur qui permet de reconnaître qu'un État est souverain, c'est-à-dire la capacité de faire avec plusieurs acteurs. Et cela reste davantage important parce que ça cadre même avec le nouvel ordre mondial qui est de plus en plus un nouvel ordre porté par le multilatéralisme. C'est-à-dire on ne veut plus un monde bipolaire, encore moins un monde unipolaire, mais on veut un monde où il y aura des puissances qui inter-échangent sur le plan international de manière égalitaire. Sauf que du point de vue de la réelle politique et du point de vue du contexte qui prévaut aujourd'hui à l'intérieur du Mali et dans cette sous-région ouest africaine, il serait un peu très tôt, n'est-ce pas, d'embrasser cette diversification avec un ennemi qu'on a expérimenté hier mais qui a montré ses limites. Donc nous en appelons à la prudence du Mali. Nous ne sommes pas en train de dire que le Mali ne doit jamais avoir encore des coopérations avec les États-Unis, mais nous disons qu'à l'état actuel des choses, il est important que le Mali observe d'abord une prudence, question de parachever sa révolution qui est en train de porter les fruits sur le plan, n'est-ce pas, réaliste, pour voir après comment donc travailler avec ces puissances belliqueuses sur le plan international. D'accord. Donc merci Dr Songo. On va prendre rapidement l'avis de Souleymane Hamzat sur la question. Alors comment le Mali peut préserver sa souveraineté face aux partenaires internationaux? Souleymane Hamzat, êtes-vous de l'avis de Dr Songo et de Yannick Lukusa sur le fait que le Mali doit s'abstenir avant d'accepter la coopération une fois de plus avec les États-Unis? Parce que quand vous prenez le partenariat dont il s'agit, pour ce que j'ai entendu personnellement, il était question de partenariat technique et de lutte contre le terrorisme. Donc il y a bien deux enjeux là qui sont mis sur la table. Le Mali peut bien décider d'aller dans le cadre du partenariat technique. On ne rejette jamais une offre qui peut vous servir tant que cette offre peut être utile à vos populations. Mais je suis aussi d'accord avec M. Lukusa quand il dit qu'il faut être méfiant par rapport à, par rapport à l'approche que nous faisons de la lutte contre le terrorisme. Ceux-là hier qui ont foutu le bordel dans le Sahel, permettez-moi le terme, il est un peu lourd, c'est les mêmes aujourd'hui qui viennent dire alléluia, voilà, on a une gamelle pleine de je sais pas, de noix d'acajou, venez vous en servir. Il faut se méfier, il faut savoir se méfier, n'est-ce pas, du retour de la médaille. Et je suis quelqu'un d'extrêmement serein
par rapport à la politique malienne. Les officiels maliens qui ont aujourd'hui la gouverne du pays savent pourquoi ils sont là. Ils ont un carnaval bien précis en ce qui concerne, n'est-ce pas, les 3 points sur le président d'État. L'inviolabilité de la dignité noire, l'intégrité du territoire et surtout la dignité de l'homme noir. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négocié. Et je pourrais même citer un 4e point, le libre partenariat, le libre choix du partenariat, soit-il militaire, diplomatique, politique, etc., etc. Donc le Mali est en droit de choisir ou de refuser. Et comme l'ont dit mes co-débatteurs, d'une part, l'autre qui pense que oui, on rejette pas le docteur Sango et mon frère de la République démocratique du Congo qui dit il faut faire attention, c'est une sonnette mais qui doit être prise au plus haut niveau, n'est-ce pas, des études technico-stratégiques de la sûreté de l'État du Mali. Les Maliens doivent avoir les oreilles et les yeux grands ouverts. Et nous comptons sur le général Modibo Keïta, qui depuis lors, d'ailleurs, fait partie de ces officiers africains que nous connaissons. Plaise à Dieu que le Mali se porte bien et que l'Afrique soit en paix. Merci Souleymane Hamzat depuis le Bénin qui a intervenu dans cette émission. Je dis également merci à Yannick Lukusa Muyambala depuis la RDC, également à Daouda Mumbaku depuis Washington DC aux États-Unis. Merci également à vous, Dr Sango, pour votre présence sur ce plateau. Merci à tous les téléspectateurs de DBS Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dimanche prochain lorsqu'il sera 18h30. D'ici là, restez en compagnie des programmes de DBS Télévision qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.